Regardez, on va continuer sur le sujet de la chutzpah. Comme on n'était pas là et il n'était pas là, donc je vais un petit peu rappeler là où on était la semaine dernière pour que vous puissiez rentrer directement. De manière générale, ce qu'on a fait, c'est que la semaine dernière, on étudiait le texte de la Gemara, surtout le texte de la Mishnah dans Masechet Sota, et on l'a analysé. Alors je vais vous retransmettre l'analyse des choses, et on a commencé un tout petit peu à étudier l'explication de Rav Kook. J'ai photocopié 6 ou 7 textes de Rav Kook, donc c'est une étude, on pourrait dire, plus approfondie de ce que dit le Rav Kook sur la notion de chutzpah. Alors ça, vous savez, la chutzpah, tout le monde sait ce que c'est. Ça a l'air, vous n'avez pas besoin de traduire, non? Et dans le texte, c'est qu'on a l'habitude de la Gemara, je peux vous rappeler, disons comme ça. On a tout d'abord posé les questions, je pourrais dire, à mon sens, qui sont les questions essentielles. La première question, c'est de comprendre d'où ça vient. Et je crois que c'est une question, j'ai dit, c'est essentiel parce que tout le monde dans le monde sait qu'il y a de la chutzpah. Et je suis sûr que, je ne sais pas s'il y a des théories en pédagogie, c'est sûr qu'il y a des théories, en criminologie, ça se trouve, il y a aujourd'hui aussi des théories sur pourquoi, d'où ça vient. Et par exemple, j'y ai pensé aujourd'hui, le nombre de gens qui disent oui, c'est parce que les enfants sont trop gâtés. Vous connaissez ça, oui. De mon temps, la vie était difficile, on sortait travailler à 15 ans, et puis on devait aller au puits pour ramener l'eau, on était épuisés, et puis etc. Et alors qu'aujourd'hui ils reçoivent tout, et du coup ils sont chutzpanim. Donc c'est une super théorie, c'est pas la théorie de Chachamim, et c'est pas la théorie de la Torah, et c'est pour ça que c'est tellement important, ça nous concerne tellement, cette confrontation presque souvent journalière avec des phénomènes de chutzpah. Et comme je dis, c'est un phénomène universel. Alors on va s'occuper de lui au niveau du peuple juif, mais ça fait tache d'huile, c'est-à-dire que si, puisqu'on est dans un temps, ce qu'on voit partout, c'est-à-dire le temps de Géoula, c'est quelque chose qui amène, qui passe, comme on sait toujours, qui passe par Eretz Israël, par le Kodesh HaKodashim, le Beth HaMikdash et tout, mais qui s'épanche partout, les bonnes choses comme les problèmes spécifiques. Alors, ça c'est la première question. D'où ça vient? Deuxièmement, est-ce que c'est une maladie à éradiquer, à combattre, ou bien est-ce que c'est un mal nécessaire et obligatoire? Donc il faut savoir comment le gérer, mais il ne faut surtout pas l'étouffer. Vous comprenez? Ça fait partie, c'est le machal, la naissance. S'il y a des douleurs de l'enfantement, on ne va pas dire on va laisser le bébé dans le ventre de la mère encore un mois ou deux pour éviter les douleurs de l'enfantement. On va essayer de faire des choses pour alléger. Quoi? Une césarienne ou boré péridurale. Vous connaissez la bracha, non? et tout. Et pour tu la connaissais pas, à chaque fois que tu la verras, ça a pris 2 secondes. Non, mais lui, il est plus concerné que les autres. Etc. C'est-à-dire, ça c'est l'exemple. On sait qu'il faut le gérer, mais on ne peut pas étouffer dans l'œuf ou empêcher. Alors, c'est ça qu'on va voir. C'est-à-dire que toute méthode qui va proposer une solution, qui est une solution, on pourrait dire rétrograde, pour empêcher la chutzpah de revenir à quelque chose d'avant, on saura que si jamais c'est comme ça, c'est une mauvaise méthode. Donc c'est la deuxième question. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter ou qu'on ne peut pas éviter? Et la troisième question, est-ce que dans sa racine, il y a du bien dedans? C'est-à-dire, en fait, où est le tov de la chutzpah? C'est-à-dire, et souvent, c'est aussi la clé pour trouver la solution à la deuxième question. C'est-à-dire que si il y a du bien dedans, alors il faut utiliser, c'est comme un peu un vaccin, c'est-à-dire il faut utiliser le bien qu'il y a dedans pour l'injecter pour que, en fin de compte, qu'on passe les choses de manière... Alors si vous me demandez de manière pratique si j'ai une solution, non. On est dans les hautes sphères des études, mais de manière réelle, au jour le jour, si vous avez des solutions, vous me les envoyez et vous les donnerez. Alors après, ça c'est les questions fondamentales. Ensuite, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que le phénomène est tellement important que nous on le connaît au niveau, on pourrait dire, pédagogique. Et alors là, je vous avais signalé, et Bezrat Hashem, c'est possible qu'on l'étudiera, l'enseignement du rabbi de Piaznitze, Hashem Yikom Damo, l'Aish Kodesh, celui qui est mort dans le ghetto de Varsovie, le rav Kalman Klonimos Shapira. Mi Piaznitza, vous connaissez tous, hein, je pense que non. Abraham, tu ne connais pas? Non, bon, il est très connu. C'est celui qui est mort dans le ghetto, qui a enterré ses écrits, ses commentaires
dans des bois de fer blanc qui ont été retrouvés par Abraham Duvdevani ou par des soldats après la guerre, qui ont été éduqués. Il y a son neveu qui continue cette chassidoute à Beth Shemesh, pour ceux que ça intéresse. Le Esh Kodesh, oui. Et le fils du Admor Halut, son frère, c'était Rav Yeshayahu Shapira, qui était un Admor en Eretz Israël, qui donc a survécu grâce à ça, qui s'appelait Admor Halut parce qu'il était en même temps Bnei Akiva et en même temps Rabbi Chassidik. Ça, vous ne connaissiez pas une chose comme ça. Il y a Yeshua. Esh Kodesh. De manière générale, tout le monde sait, et tout le monde étudie le problème de la chutzpah, ou est confronté avec la chutzpah, on pourrait dire, de relations parents-enfants ou de relations sociales en général. Oui, dans les écoles, la violence dans les écoles, c'est-à-dire relations maître à élève et parents-enfants en groupe. C'est-à-dire, c'est ou dans les relations familiales de manière encore plus générale, même, on pourrait dire même dans les relations de couple, etc. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas aussi pas mal de chutzpah isgé qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire, dans les relations, on pourrait dire, comment on appelle ça, quand il y a une hiérarchique, dans les relations hiérarchiques entre supérieurs et inférieurs en général, les choses ici. Je vous donnerai aussi un enseignement de la Kabbalah après qu'on étudie le Rav Kook, de ceux que j'ai reçus de mon maître, le Rav Israël, le Rosh Yeshiva actuel, Yeshiva de Bethel. Mais ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que le phénomène est un phénomène tellement profond qui touche, d'après la Mishnah de Sota, 3 domaines. Le domaine social, c'est-à-dire politique et social. Vous vous souvenez, on a vu qu'il y a des phénomènes économiques, comme le fait que les prix sont chers à la société de consommation, des phénomènes politiques, c'est-à-dire comment est-ce que le monde est dirigé, c'est-à-dire, et ça c'est un premier côté. Le deuxième côté, c'était le côté spirituel, c'est-à-dire il y a la chutzpah dans le monde, même juif, Bet Va'adi Eliznut par exemple, on avait vu, etc. Et il y a une chutzpah sociologique dont on a parlé, que tout le monde connaît, relation par enfant, Ben Kam Be'aviv, Kala Bechamota, c'est le fils va se lever contre son père, la belle-fille contre sa belle-mère, etc. Et donc la conclusion, Almi Yeshanu Lishen, Alavinu Sheba Shamayim, tout ce qui nous reste, c'est avoir confiance en Hachem. Il y avait encore un point qu'on a vu qui est très important, c'est que le phénomène de chutzpah, selon l'enseignement Haredi en général, c'est un signe du temps qui précède les temps messianiques, c'est-à-dire les temps de Géoula. Ça, c'est un sujet très important qu'on avait vu quand on avait étudié le Kolator. C'est que pour eux, c'est un signe, on pourrait dire, de la fin de la galoute, mais de la galoute. Et que d'après le pshat que je vous avais montré dans la Mishnah, dans la Gemara, et d'après l'enseignement du Gaon de Vilna, et d'après l'enseignement du Rav Kook, de manière très claire, la chutzpah est un phénomène de Géoula. C'est pas un phénomène de fin de galoute, de rien ne va plus parce que de toute façon tout se casse. Non, c'est un phénomène qui est, en tout cas on peut dire que c'est un phénomène de fin de galoute, mais c'est un phénomène qui va venir au moment où les processus de Géoula ils arrivent. C'est-à-dire que ça va arriver en même temps qu'il y aura plein de bonnes choses, il y a aussi la chutzpah qui arrive. Alors donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre les choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on continue ? Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, on va reprendre que la première phrase. Achutzpah shel ikvetat de Meshicha, imiut haor le shem tikun hakelim, ve'ena domakla le marot shel avarianut acherim shayu, shem ayu le kutot gmurot b'derech harissa. C'est-à-dire, ce qu'il veut nous dire, c'est comme ça, c'est que la raison du phénomène pour Rav Kook, c'est miut haor le shem tikun hakelim, c'est pour reconstruire, pour construire. Tikkun, c'est pour construire les kelim en temps de Géoula, alors il y a moins de lumière. C'est-à-dire, j'avais donné une possibilité physique, c'est que si le cli, avec même quantité d'eau, si le cli s'élargit, c'est-à-dire, alors le niveau d'eau, il baisse. Alors, c'est-à-dire que tout baisse, ou bien, on va avoir d'autres explications. Mais en tout cas, c'est qu'il y a un miut haor, il y a moins de lumière. On va voir justement, Rav Kook va expliquer pourquoi, parce qu'on s'occupe de la construction des kelim. Et c'est ça qui amène un malaise qui s'appelle le phénomène de chutzpah. Pour le Rav Kook, la chutzpah, c'est aussi le fait qu'il y a des gens qui, au nom de la chalutziut, de la tzionut, ils jettent tout. Ouais, toutes les valeurs d'avant, la religion, la tradition, toutes les valeurs qu'il y avait avant, plus rien de tout ça, non. Kibbutz la shomer hatzayim, vous savez. Donc c'est tout différent. Il dit d'où à la chutzpah de tout jeter, parce que miut haor le shem tikun hakelim. Donc
il sous-entend, premièrement, que c'est un phénomène obligatoire, et deuxièmement, que c'est un phénomène qui, profondément, un phénomène qui a un côté positif, d'accord? Et c'est ce qu'il dit dans la deuxième phrase, Veina domekla la meorot shel avarianut acherim shel lekutot gmurot bederech harissa. C'est-à-dire que si, au XVIIIe ou au XVe siècle, tu avais quelqu'un qui faisait la même chose, c'est qu'il voulait tout casser. Il voulait casser la Torah, casser la société, casser la tradition, casser les institutions, c'est-à-dire, c'était un rachat. C'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, il était bederech harissa, il voulait casser, c'était un rachat. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on faisait avec lui? On l'excommuniait, c'était la solution la plus simple. Avant, on le lapidait, mais en tout cas, on se débrouillait, on l'excommuniait. C'est ça qu'on faisait à l'époque où il y avait d'autres. Mais on se débrouillait pour se débarrasser de lui. Et le Rav Kook dit non, ça n'a aucun rapport. Parce que eux, c'est des bonim, c'est des constructeurs, alors que les précédents, vous avez Binyan Akelim, alors Bederech Harissa, alors que ceux d'avant, c'était des destructeurs. De nouveau, dans le monde Haredi, on ne regarde pas les choses de cette manière. On dit non, c'est des gens qui détruisent, donc il faut se battre contre eux, ou il faut leur faire tchouva, ou les empêcher de trop casser, c'est-à-dire, etc. Ayen, Erech, élection, dans 2 mois et demi. C'est-à-dire, pour comprendre ce qui se passe. Mais la tfissa psychique, la compréhension a priori, ça on l'avait vu souvent déjà, c'est que comme il n'y a pas de compréhension du phénomène de la chutzpah en tant que phénomène messianique, alors on le compare avec tout le temps. Il y a toujours eu des mécréants, des méchants, des empêcheurs de tourner en rond, des gens qui détruisent, des gens négatifs, etc. Alors il faut utiliser les méthodes habituelles. Juste parce que j'y pense maintenant, en revenant du shiur la semaine dernière, j'ai entendu à Radio Kol Chai, c'est ça, c'est Radio Kol Chai, oui. J'ai entendu le témoignage de quelqu'un qui avait rencontré Ben Gurion. Ah non, de quelqu'un qui racontait la rencontre entre le Chazon Ish et Ben Gurion. Et c'était clair, je ne vais pas rentrer dans les détails, que ce qu'il expliquait, c'est qu'il regardait Ben Gurion, où sa méthode pour discuter avec lui était la même que la méthode avec laquelle on aurait discuté avec le Paritz en Pologne il y a 400 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 problèmes. Le premier, c'est de regarder Ben Gurion comme ça, et le deuxième, de considérer que les phénomènes Ben Gurion, c'est un chutzpah aux yeux de sans parler du fait juif, non juif, c'est-à-dire de comparer des situations qui, pour le Rav Kook, sont absolument incomparables. C'est-à-dire, quoi, Paritz, comment on dit Non, seigneur local. C'était le prince local de la région qui avait le pouvoir. Tu sais comment c'était en Pologne, tu allais, tu te prosternais devant lui, etc. C'est comme... Les juifs? Non. C'est le seigneur du village. Un petit point peut-être pas très important. Pourquoi le chutzpah, c'est avec un Hey à la fin, et là le Rav écrit avec un Aleph? Ah, parce que dans la Gemara, c'est avec le Aleph. D'accord. Aujourd'hui, comme on est israélien, on utilise le mot chutzpah. Vous savez, il y a une blague de mon maître Ebi, Rav Weingart. Il a dit que pour des raisons de restriction de budget, on a décidé de prendre plusieurs ministères et de les mettre ensemble. Alors, ils ont dit, on va faire une jonction entre le Misrad Apnim et Misrad Achutz. Ouais, alors, comment ça s'appelle? Misrad Achutz Panim. Non, mais ce que tu dis là sur le Paritz, quoi? Ouais. Ça me rappelle, j'entends des fois des discours aussi de Haredim, en particulier contre le service militaire. Alors, ils te parlent toujours des cantonistes. Ah, bien fait, Nachon, exactement, c'est le même genre. Oui, il faut se battre contre le fait qu'ils obligent à rentrer au service militaire, quand on avait l'habitude, les cantonistes et les petits yéménites qu'on nous prenait, etc. Ça là, vous avez compris hier. Les gens ne savent peut-être pas ce que c'est les cantonistes. C'était dans l'armée russe, on prenait de force. On avait étudié avec Eliezer. Pour 40 ans. Ouais, 25 ans. 25 ans. Non, il prenait à 15 ans et il sortait à 40 ans. C'était La France, c'était 25 ans de 25 ans d'armée. Il marche même de tous nos... Une dizaine de milliers d'enfants. Ouais, il marche même de... Top. Alors regardez, on va prendre, comme on n'est pas beaucoup si vous êtes d'accord, on va prendre un texte un peu plus loin, un peu plus dur, parce que j'ai une hésitation. C'est celui de Oroth Israël qui se trouve derrière cette feuille-là. D'accord. Alors, de nouveau, on a l'occasion, ensemble, d'étudier des textes qui sont des textes un peu plus ardus du Rav Kook, mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous m'arrêtez. D'accord? C'est un des textes. C'est dans Oroth Israël, j'ai dit la semaine dernière, ça fait partie du livre de Oroth. Dans Oroth, on a Oroth Atria, dans lequel on a 4 ou 5 sources.
Et ici, c'est une autre source qui est dans Orot Israël, et on a encore une source dans Orot HaTshuva qu'on va étudier aussi aujourd'hui. Alors, mi penea netiya achomrit haitera. Pourquoi? Parce que c'est la suite de l'explication qu'on a vue la semaine dernière, donc c'est pour ça qu'on prend ce texte. Alors, mi penea netiya achomrit haitera. Sheivda et shivui amishka leumat netiya ruchani olchim amim vekalim. Alors, c'est ça l'introduction. Vekalim. Kalim avec un kaf. Neilamim, que vayechulu. Il dit, à cause de la tendance matérielle exacerbée trop forte, qui fait perdre l'équilibre par rapport à la tendance spirituelle, les peuples disparaissent. Vous comprenez? C'est-à-dire, une des raisons pour lesquelles les peuples disparaissent, c'est qu'en fin de compte, ils s'embourbent dans un matérialisme trop profond. C'est la décadence de Rome. En général, c'est ce que dit ici le Rav Kook, qui reprend aussi des théories qui étaient connues à l'époque, que les civilisations anciennes, souvent elles disparaissaient à cause de trop de richesse. Voilà. Donc, comment j'ai dit avant, la décadence. Ils devenaient décadents. Ouais. Ayen, Erer, Astérix, etc. Ouais. Les Romains, ils étaient décadents. C'est-à-dire, comme ils disent, nous aussi on veut bien décader un petit peu. D'accord. Alors, Israël. Alors regardez. Maintenant, ça c'est la théorie générale. C'est-à-dire les peuples, quand il y a un déséquilibre entre spiritualité et matérialité, il y a décadence. Donc c'est très inquiétant. C'est-à-dire si tu vois un peuple qui commence à décader, il faut s'inquiéter. Alors, Israël, en Israël, Shivuya Mishkal, Hakuk Be'etzem Tibu. L'équilibre entre spiritualité et matérialité est gravé dans l'essence de sa nature du peuple juif. Alors, le peuple juif, d'après le Rav Kook, n'est pas un peuple de chassid ascétique, comme disait Manitou. C'est-à-dire, c'est pas un peuple qui est déséquilibré dans le sens où l'idéal, c'est Bnei Brak. Aujourd'hui, je dis les choses telles qu'elles sont, on n'est pas beaucoup. C'est-à-dire, je dis dans le sens, pour être un bon juif, il faut renoncer à la matérialité. Non, il dit c'est tellement pas comme ça, c'est que toute la Torah, c'est l'équilibre entre les deux. La Torah nous a gravé dans les lois de la Torah, dans la manière de faire les choses, un équilibre entre les deux. Remarquez, c'est nachon, manger, il faut manger, faire la fête, il faut faire la fête, se marier, il faut faire, avoir des enfants, il faut, etc. Tout. C'est-à-dire avoir une terre, un pays, une maison. Sinon, tu ne peux pas mettre de mezouza et tu ne peux pas mettre de maraké. Tu dis maraké, pas ça. C'est pas normal. C'est-à-dire, donc, exactement. Omnam, dit le Rav Kook, Zeurak le'inyan shelo tisher machalat anetiya yetera kua bofen she'en la refoua. Aval pegiya mipnei anetiya yetera pogad be'Israël. V'od be'yoter mishar haumot. Mipnei charifut haofi shelo. Donc, il dit le fait que c'est gravé dans notre nature, c'est pas une garantie qu'on risque pas d'être déséquilibré. C'est-à-dire d'être tout ou bien trop d'os. Vous savez ce que c'est d'os en Israël? C'est religieux. Trop d'os, overdose. C'est-à-dire, et d'un côté, ou être underdose. C'est-à-dire moins que ce qu'il faut. Ça peut arriver dans le peuple juif. C'est-à-dire, le peuple juif peut se faire une crise de matérialisme ou une crise de over-spiritualisme. Mais, nous dit le Rav Kook, puisque c'est gravé, Chakouk, comme les 10 commandements qui sont gravés, puisque c'est gravé chez nous, ça nous garantit que, même si on est en déséquilibre, et même si ça risque d'être dur, on reviendra à l'équilibre. Parce que tout objet revient à son état de nature. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça peut prendre 100 ans, 200 ans, 300 ans, mais on reviendra. C'est-à-dire, contrairement à un autre peuple, je prends, qui, s'il est en décadence, alors il est fichu, c'est-à-dire qu'il n'aura pas un mécanisme qui va le ramener à l'équilibre, c'est-à-dire un déséquilibre va amener cette nation dans son histoire à une mort, c'est-à-dire dans le peuple juif, une décadence ou une over-religiosité et un phénomène de maladie, et une maladie qui va finir par se guérir. Vous comprenez? Vous voyez que le Rav Kook, là, il donne des théories énormes, bon, comme il avait l'habitude, sur toute la compréhension de l'histoire, de la sociologie et de la spiritualité. C'est-à-dire, alors je reprends la phrase. Israël, Shivui Amishka. Ah non, on avait dit déjà. Omnam, cependant, Zeurak, le fait que c'est inscrit, gravé,
Ce n'est que le inyan chez l'otisher machalat anetiya yetera, que la maladie, la névrose d'une over-tendance ne restera pas kvoua, fixée, beofen chez la refoua, de manière qu'elle n'aura pas de thérapie possible. Aval, pgiya, mipene anetiya yetera, pour Israël, bien entendu, que si on est frappé d'un déséquilibre, on sera frappé, donc on sera aussi touché. C'est-à-dire pagoua, pigoua, donc on sera aussi frappé. Vod biyoter mishar umot. Et même plus que les autres nations. Pourquoi? Mipne charifut a ofichelo. C'est-à-dire à cause de la force du caractère du peuple juif. Quoi? Oui, ouais. Et puis et oui, non, c'est-à-dire disons comme ça, puisque c'est profondément ancré dans notre nature, donc tout déséquilibre sera ressenti de manière beaucoup plus fort. C'est-à-dire, c'est ça, charifut, c'est machala charifa, c'est tout plus aigu. Voilà, ce sera beaucoup plus aigu. Alors on va lire la suite. Eliliyut. Maintenant il donne un exemple. Est-ce que c'est un exemple de décadence de matérialité, la Vodazara? Non, c'est un déséquilibre spirituel. C'est même des fois une over-spiritualité, comme le fait de tuer ses enfants sur l'autel du Moloch. C'est-à-dire Aïliliut, la Vodazara, donc l'idolâtrie, Shepaga Banu Kol Yemet Kufar Uka Shat Urban Abait Rishon, qui nous a donc touchés, blessés pendant toute la période qu'on avait déjà vue jusqu'à la destruction du premier temple. Aïta Tolada Minetia Chomrit Asi. Il dit que c'était quand même. Ouais, il dit que c'était une conséquence d'une tendance matérielle trop profonde. Trop profonde. C'est-à-dire que l'impossibilité d'arriver à une spiritualité hébraïque. Et donc elle a influencé sur l'histoire de la nation d'une manière où elle a engendré de nombreuses midot, nishratot. C'est le contraire des bonnes vertus. Ouais, c'est des midot, des qualités néfastes. On continue. Des défauts, voilà. Bisman Abaït Hacheni, à l'époque, vous suivez, vous voyez, c'est ça, Bisman Abaït Hacheni, à l'époque du deuxième temps, Shailiyut Nechlesha, tout ça, on a vu ces idées aussi dans Malacha Ideot, où l'idolâtrie s'est affaiblie. Yatzab Giazot Ligalot Betsurata Shel Sinatrina. Il nous dit, mais c'est bien, c'est une bonne préparation ce soir, si on est déjà dans Ben Hashmashot de Rosh Chodesh Tammuz. Donc, on a été donc blessé, touché, dans une autre manière, c'est par la haine gratuite. Qui n'avait d'autre remède que de casser la nation. C'est-à-dire que la sinatrinam, c'était quelque chose de tellement grave que la seule possibilité pour se guérir, c'était partir en exil, dispersion. Vous avez remarqué qu'en Égypte, on n'était pas dispersé et qu'en Babylone, on n'était pas dispersé. C'est-à-dire que la dispersion, la diaspora, dans les 70 nations de là, c'était notre manière de se guérir du problème de la sinatrinam. Comment on fait? Chacun assassinat. Comme ça qu'on dit en français. Tu sais, mais aujourd'hui, ils disent pas je vais à la synagogue. Ils disent je vais à la sina. Ça, tu connais pas, t'es un Olé Yachan. C'est comme ça qu'ils disent. Dans quel sina tu pries? Ah non, moi je prie pas dans la sina. Alors donc. Dans la sina qui a fait mal. Je vais prier dans la sina. Oui, c'est celle où c'est payant. Sina Betachou, pas sina. Oui. Quelle idée Shvirat Hauma. Beofen shelo yela yamim rabim ala asot beinyanim chomrim bichlaluta. Parce que bon, alors la vérité c'est que j'ai pas réfléchi à la question, j'aurais dû. Il sous-entend que la sinatrinam c'était la révélation extérieure du problème d'une tendance de trop de matérialité. Bon, on peut le comprendre, ça, chacun s'occupe de lui, etc. C'est pas ce que expliquent d'autres rabbanim. C'est-à-dire pour lui, ça faisait partie d'une recherche, d'un déséquilibre entre matérialité et spiritualité. C'est ça qui a amené la sinatrinam. Donc, le Rav Kook nous dit que pendant tout ce temps-là, 2000 ans pratiquement, on n'avait pas besoin de s'occuper de Inyanim Chomri Bichlaluta en tant que nation, on n'avait pas besoin de s'occuper de questions matérielles. Venishara Pniat Oma Kula Bechol Yeme Agola Aruka Rak Ledvarim Nisgavim Enetzalim. Donc, la nation de manière générale, ce qui lui restait comme objet d'intérêt,
pendant tout le temps de cette longue exil, c'était que des objets nisgavim et nitzalim, c'est-à-dire hauts et spirituels, on pourrait dire. C'est-à-dire que on avait déjà vu ça. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, au niveau de la nation, on ne s'est pas occupé de police, d'agriculture, d'économie, de politique, etc. Donc on avait le temps d'aller au collège. C'est-à-dire on avait le temps d'étudier la Torah. C'est ce qu'on a fait pendant 2000 ans. C'est pas qu'on n'a pas travaillé dur pour s'occuper individuellement de la parnassa, mais au niveau de la collectivité, on ne s'est pas occupé des questions collectives de matérialité. Omnam, alors regardez, Anetiya yetera yotzet me'ashovish et la ruchaniyut gamken mezika arbe. Il dit le fait que pendant 2000 ans, on a été déséquilibré, on est sorti de l'équilibre parce qu'on s'occupait que de spiritualité, en gros, c'était néfaste. Ça fait un nézek. Ça nous a fait du mal. Et en fin de compte, ça enlève même la splendeur de la spiritualité elle-même. C'est à force de s'occuper que de ça, s'il n'y a pas une tachtit, s'il n'y a pas une base de matérialité comme il faut, oui, une âme truc dans un corps. Une âme saine dans un corps sain. Voilà, une âme saine dans un corps sain. C'est-à-dire, quand il n'y a plus de base matérielle, même la spiritualité, elle n'est plus tellement belle à voir. C'est-à-dire ça n'intéresse plus les goïs même, et même les juifs, ça n'intéresse plus tellement de voir des gens qui ne représentent pas la naturalité, quelque chose de normal, de naturel au niveau matériel, et qui s'occupent que de spiritualité. Je ne donne pas d'exemple, mais vous les avez compris tous. Ça a été un grand repoussoir de tous ceux qui ont rejeté la religion, entre guillemets. Absolument. Et justement, au 19e siècle, etc., au début du 20e siècle, il y a dans des temps où, au niveau spirituel, il y avait de l'autre côté les chaloutzim qui étaient en train de reconstruire le kli leumi, c'est-à-dire le réceptacle national de la matérialité. C'est-à-dire, donc du coup, il y avait un espèce de contraste. Je sais pas si on peut pas dire que les chaloutzim c'était que la matérialité. Il y avait aussi la spiritualité. Oui, mais pas de Torah. Il y avait plein. Il y avait la spiritualité du matérialisme. De reconstruire la. C'est pour ça que ça s'appelait comme ça. C'est-à-dire, il était. Bien sûr, il y avait une grande spiritualité, le retour en Eretz Israël, la terre du Tanakh, etc. Bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport aux autres. C'est-à-dire, on croit que c'est uniquement l'ouverture des ghettos, l'émancipation qui faisait fait que les gens étaient. Que du coup, ils étaient. Parce qu'il y avait aussi la question générale, le fait que pendant 2000 ans, s'occuper que de ça, ça crée un déséquilibre qui non seulement, bien entendu, finit par faire du mal au côté matériel, mais il finit par faire aussi du mal. C'est ça que vous voyez que le Rav Kook, il est critique. Au côté spirituel, c'est-à-dire à ceux qui s'occupent de spiritualité dans la mesure où ils ne représentent pas un exemple équilibré. C'est-à-dire, ou mikol makom, betor refoua l'anitia, chomrit mufleget, meshameshet ibecholofet. Donc c'est ça, la complexité des choses. Il dit, mais il fallait se guérir de mikol makom. Vous voyez, mikol makom, c'est même. J'ai lu, mais c'est deux mots. Et betor refoua. Il fallait se guérir l'Anetia Chomrit, d'une tendance matérielle trop grave, qui avait à l'époque de Beit Sheni et Beit Rishon, vous comprenez? Et à ce moment-là, Moufleget, trop exagéré, trop grave, Meshameshet Ibcholofen. Donc, ces 2000 ans de convalescence ont été utiles. Mais c'est comme chaque chose, vous comprenez? C'est-à-dire que quand on est en situation de convalescence, mais on passe dans un autre côté pour se rééquilibrer, on est quand même en déséquilibre, et puis à force, ça devient embêtant. Ain kaf alken afalpi shechidim natu lechomriyutam kefi midat echeach hachaim veta'avotem. C'est pourquoi afalpi, vous voyez, c'est les rachetés votes, alef ain pei. Afalpi shechidim, que au niveau de la vie individuelle. Natu lechomriyutam, eux, les individus pouvaient avoir une relation par rapport à la matérialité normale, kefi midat echeach, ou en tout cas selon le besoin de la vie et de ses pulsions ou de ces tava, vous savez ce que c'est tava? Des désirs, des envies, des appétits, de ces appétits. Mikol makom, donc c'est de nouveau même c'est Mikol makom. Auma bichlala lo ayala shum esek chomri me'asgaluta. Une nation dans sa généralité ne s'occupait pas du tout des questions matérielles, mais asgaluta depuis qu'elle est sortie en galut. Tout ça, on l'avait appris aussi
dans Malach Haïdeot Israël ou Vaouma. Donc on fait une révision de ce qu'on avait appris il y a 2 ans. C'est-à-dire, si vous vous souvenez bien. Quand même, au niveau des communautés, il y avait un issouk impérial pour le bien-être des gens, etc. Mais quand même, c'était communautaire. Il fallait bien vivre. Oui, mais c'était communautaire et c'était pas... au niveau de l'individu, c'était pas au niveau d'une certaine collectivité. Quoi. Non, c'est vrai. C'était des endroits, par exemple, à Bavel, tu avais Rosh Galuta qui avait aussi un pouvoir politique et juridique, comme ça. Ouais. T'as raison. Ça, c'est des trucs qui sont restés d'encore avant. Parce que Rosh Galuta, on l'a vu, c'est encore des histoires de Sauf qu'il n'y a pas des grands problèmes. C'est-à-dire, des grandes économies politiques. Ah, on n'avait pas d'État, bien sûr. Ben voilà. Mais c'est ce qu'il a dit. Comme a dit Darcy, c'est très... On s'occupait. C'est important de ce qu'a... On était économistes, mais c'était pour le bien des goïs, pas pour notre bien. Il y avait beaucoup d'économistes. Oui, c'est ça, on était à la... du roi. Mais oui, mais on est toujours en tant qu'individu au service des autres. Ah ouais, on ne construisait jamais nos projets, c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait nos projets, nos congrès. Ouais. On fait nos projets, c'est-à-dire tu le fais, c'est bien pour tout le monde, mais c'est nous qui le faisons. Et c'est pour nous, c'est-à-dire que, et c'est en tout cas, c'est créé. Le Gaon de Vilna, par exemple, une fois, je ne sais pas si ça c'était, il dit dans le collateur, il dit, vous savez que le nombre de choses que les Juifs au niveau des sciences ont développées et qui a été spolié systématiquement par les goïms. Pas plus tard qu'au 19e siècle, début du 20e siècle, j'ai un neveu qui a écrit sur Afkins, vous connaissez ça, et Archibald Afkins, vous connaissez pas, je vous prêterai. C'est un médecin, et c'est lui qui a inventé le vaccin contre le choléra et contre la rage. Et vous le saviez, non? Qu'est-ce qu'il a inventé? C'est pas Pasteur. C'est pas Pasteur, mais Pasteur lui a volé. Ah oui, on a vu. Alors, donc, je vous prêterai le livre si ça vous intéresse, les médecins. Mais vous comprenez? Mais c'est-à-dire, dans l'histoire, on a inventé des tonnes. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a le patent. Bon, depuis, c'est dans tous les pays occidentaux, quand c'est un juif qui le fait depuis l'émancipation, on reconnaît le copyright des juifs. Mais c'était pas comme ça pendant 2000 ans. C'est-à-dire, il y a énormément de choses qui ont été faites. Alors, on continue. Il y a la découverte de l'ADN. Ouais. C'était une femme juive et c'est Watson et Crick qui l'ont volé. Qui l'ont volé. Ah, donc ça continue. Ouais. Ça, non, mais ça c'était dans les années 55. 55, mais c'est il n'y a pas longtemps. Ils ont volé. Watson et Crick, ils ont volé. La découverte de l'ADN. Oui. L'ishpot tam le fémidat Adin. Adin, Adin, c'est ADN. C'était le vol. Alors, Veiné. Alors, regardez. Maintenant, tout ça, on avait appris. Maintenant, on arrive à notre temps. Parce que tout ce développement, c'est pour expliquer Chutzpah Isgé. Veiné ata be'et ha'torerut shel ha'techia leumit. Aujourd'hui, au moment où la résurrection nationale commence, c'est-à-dire au début de Atralta de Géoula, comme on avait dit, c'est ça, Ikveta de Meshicha, il anu ha'ot shekfar nitrapa machala klalit, puisqu'on recommence et qu'on est chalutzim et qu'on s'occupe de reconstruire le pays au niveau matériel, c'est un signe qu'on est guéri. C'est-à-dire, comme disait Manitou, le signe qu'on est guéri, c'est que c'est pas parce qu'on a encore des médicaments dans la valise qu'on est malade. C'est-à-dire, le jour où on est guéri, c'est qu'on arrive à prendre en main les choses duquel on était malade. Donc il dit le signe qu'on reconstruise au niveau matériel la terre, c'est siman qu'on a fini avec la galoute de Beit Sheni. Be'ofen, shekfar nitna reshut laoma liot la siyach binyanim chomriim bechlaluta, de la manière où il nous a donné le reshut par Dieu, c'est-à-dire la permission à la nation de s'occuper, de commencer à siyach, d'avoir un dialogue et de parler des problèmes matériels bichlaluta dans son ensemble, c'est-à-dire dans l'ensemble de la nation. Anetia arishona, je continue. Anetia arishona me'aflaga ruchanit el ha'chomrit muchachat liot be'afraza ktsat la tzat ha'achar. Voilà. C'est-à-dire que de même que on avait dû passer de l'autre côté de manière exagérée, il dit a priori, au début, on est obligé de nouveau de s'occuper de quoi donc? Du matériel. De matériel. Et donc de dire la spiritualité, l'omernienoti. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ça fait 2000 ans qu'on fait que ça, on n'a rien fait avec ça au niveau de la construction de la nation. Donc maintenant, on va s'occuper des questions matérielles. C'est compris? Anetia rishona. Donc le début de la tendance. Mea flaga aruchanit el achomrit. De se transporter de la spiritualité à la matérialité. Muchachat.
elle est obligée, l'iyot, de passer, be'afraza, par une exagération un petit peu, les tzad acharon, de l'autre côté. C'est-à-dire, le tzad acharon, c'est l'autre côté. Vezeu mekor chutzpah shelikvata de Meshicha. Vous avez compris la suite du texte qu'on avait vu avant. Il dit, la chutzpah qui vient, en tout cas au niveau du peuple juif, c'est qu'on est obligé de se rééquilibrer. Donc, en fait, est-ce que c'est un signe de bonne santé ou de mauvaise santé? Voilà, c'est un signe de bonne santé ou de mauvaise santé suite à une encore plus mauvaise santé qui suivait une encore plus mauvaise santé avant. C'est-à-dire que c'est un signe qu'on est en convalescence et on est anti-coup. C'est normal. Mikol makom, alors du coup, reprenons le début du texte. Jusqu'à là, on a compris le mécanisme, c'est un phénomène de restituer ce qui nous manquait à cause de 2000 ans de Géoula. C'est-à-dire, et alors du coup, pour pouvoir le faire, ou quand on le fait, on rejette les valeurs d'avant, donc il y a de la chutzpah. C'est-à-dire, et il dit, de nouveau, c'est pas Bederich chez l'Arissa, comme on a vu avant, c'est Bederich chez le Bnia. Alors, Nachon, ça fait mal, c'est douloureux, c'est compliqué, mais c'est ça. Alors, j'explique. La chutzpah, c'est le phénomène ou c'est la conduite, on va dire, psychologique. C'est la conduite psychologique, Nachon. Il y a une chutzpah qui va s'exprimer dans l'action. C'est-à-dire, mais à l'intérieur, elle vient de où? Elle vient d'un besoin de se dégager de ce qu'il y avait avant pour équilibrer les choses. Donc quelque chose vient dedans. Mais quand elle arrive, c'est pas toujours agréable. La preuve, c'est que la Mishnah, elle dit Valmi Eshanu Leishen, etc. C'est terrible. Mais on est obligé de passer par là. Alors, Mikol Makom, alors regardez, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il avait dit au début, le Rav Kook, sur les problèmes d'équilibre et de déséquilibre dans la nation juive? Que c'est inscrit, voilà. Est-ce que c'est inscrit chez les nations? Non. C'est-à-dire, donc chez eux, peut-être que la chutzpah, elle correspond aussi à une tendance matérielle, mais qui exprime une décadence de la nation et non pas une refoua, d'accord, un retour à la nature. Ou bien peut-être que c'est quelque chose qui du coup s'épanche partout, mais chez eux, ils savent pas, ils peuvent pas, ils n'ont pas non plus les clés d'expliquer, ou peut-être que oui, je sais pas. Mais en tout cas, comme c'est inscrit, alors, est-ce qu'on doit être optimiste ou pessimiste? Optimiste. Optimiste, il a fait quand la cabane. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Optimiste, ça c'est pas. Alors c'est signe que la Géoula est en train d'arriver. D'accord. Alors, quoi? Ça y est, c'est fini, il est top. Mikol Makom, vous voyez, c'est la troisième fois Mikol Makom, vous voyez? Même, d'accord? Mikol Makom. Lo yarach hazman shel hanetiya kitzonit hazot. C'est-à-dire, ça va, le temps ne va pas être long de cette tendance extrémiste, c'est-à-dire de ce déséquilibre. Kevan shebayisod hauma munach shivuya mishkan, puisque dans le fondement de la nation est posé cet équilibre. Alken. Donc vous voyez que si Rav Kook ne l'avait pas exprimé en tant qu'axiome au début, alors on aurait pu se dire ok, d'accord, mais il y a de quoi être pessimiste. C'est-à-dire, on sait, mais comment ça va finir? Est-ce que ça va finir? Il dit on ne sait pas comment ça va finir. Mais on dit le peuple juif ne pourra pas supporter d'être dans un déséquilibre. Alken, c'est pourquoi Achianoua Chassar. Dès que la tempête va un peu se reposer, et les choses iront du côté positif et l'équilibre et le poids exact de chaque chose. Allez, jusqu'à là vous avez compris. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup plus de recherches spirituelles aujourd'hui qu'au moment. Les Chalutzim, ils avaient la spiritualité de la Chalutzim, mais très anti-religieux, très etc. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes, est-ce que le monde juif, il est en recherche de spiritualité? Est-ce qu'il y a des balais de Tchouva, et même ceux qui ne font pas de Tchouva, etc. C'est-à-dire, il y a des recherches. Au contraire, ils nous reprochent de dire qu'il n'y a que nous qui sommes détenteurs de la Torah. C'est-à-dire, donc c'est qui recherche aussi. Alken, c'est pourquoi. Ah non, on l'a vu. Baalé, alors maintenant il va parler de Rav Kook d'autre chose. Baalé Ashpa. Les gens qui peuvent être influents. C'est-à-dire que maintenant, c'est toujours la question. Le phénomène est obligatoire. Comment tu fais pour influencer pour qu'il passe le plus vite possible et de la manière le plus soft possible? Baalé Ashpa, Tzrechim, Limtso, et Taora, Ruchani, Sheyesh Banetiyah Chomrit. Regardez ce qu'il dit Rav Kook. Ils disent que les gens qui sont influents, donc les tzadikim, ils doivent trouver la lumière spirituelle qui est dans la tendance matérielle. Vous avez compris? C'est-à-dire, si tu as mal compris les choses, tu dis que vous êtes tous des Reshoïm, Nachon, Ocher Israël, Nachon, Shkutzim,
etc. Bon, vous connaissez tous les noms, non? Non. Quoi? Pourquoi tu prends l'accent chez Laz? Quoi? Ah, par hasard. Non, car tout ressemble. Ouais, c'est-à-dire, vous êtes des choses comme ça, il faut se battre contre vous, Milchama Shel Toire, il faut être Marditz Torah, etc. Et empêcher ces gens-là pour amener la spiritualité au peuple juif, pour que la Géoula arrive, Bimera Biyameinu, Amen. Et alors donc, il dit non, le Rav Kook il dit non. Si tu veux, tu dois comprendre que c'est un phénomène obligatoire. Si le phénomène est obligatoire et que tu veux te débrouiller pour qu'il y ait un accouchement de nouveau sans douleur, alors il faut le comprendre et il faut amener la lumière de Rouhaniyut qui rentre dans ce nouveau cli. Alors si tu essayes de mettre de force la lumière des lumières de la Galoute, ça ne va pas marcher. Alors il faut une lumière de Rouhaniyut chez Yesh Baniti Achomon qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire c'est de trouver la vraie Rouhaniyut Elokit. Je ne parle pas de la Chaloutiyut de manière générale, mais celle qui donne l'éclairage de ce nouveau cli qui est les Kelim Leumim. La lumière de Rouhaniyut qui est dans l'armée, la lumière de Rouhaniyut qui est dans l'État, la lumière de Rouhaniyut qui est dans l'économie, etc. C'est-à-dire ce qu'on a vu afin de faire réussir. Ve'et matarata apnimi, et comprendre le but interne de ce phénomène. C'est ce qu'on dit depuis le début. Ou que fima she'egalu zeberabim ken titrape machalat achutzpa ve'ta'aved et simane arabim. Donc le Rav Kook nous dit, plus on révélera en public cette lumière intérieure, à ce moment-là, plus la maladie de la chutzpah se guérira et elle va en tout cas perdre ses mauvais aspects. Parce qu'il y a un côté positif de la chutzpah. Un chayal, il est chutzpah. S'il est dans une échida ou frère, s'il est cravi, il a de la chutzpah pour se battre contre nos ennemis. C'est complètement positif. Alors si après il dit des gros mots, il est un peu violent, il est un peu pas adine comme un Bachur Yeshiva, c'est plus embêtant. Mais il y a en soi-même, il y a un côté très important. Vetitorer haoma bichlal metziut avitivit, et à ce moment-là, la nation dans son ensemble se réveillera à sa réalité naturelle, vegalé hadar aléa, et se révélera sur elle hadar nishmata, la splendeur de sa neshama, puisque la neshama descendra dans le corps général de la nation. C'est beau? Et c'est quand même une machala. Oui, c'est ça qui est compliqué. Oui. C'est pour ça que... C'est une machala positive. Voilà. C'est comme la fièvre. Il a fait mal. C'est un symptôme qui dévoile quelque chose qui ne va pas dans toi, mais qui est utile. Alors, si vous voulez... Alors, on va complètement décrocher vers d'autres horizons. Le texte de la semaine dernière que j'ai mentionné, ce texte aujourd'hui, il était dans le même horizon. Vous avez compris? Parce que je vous ai dit la semaine dernière, quand on dit miut orot, kedé les galotes, kedé la chivet akelim, d'accord, c'était un peu un langage de Kabbalah qui n'était pas très clair. Maintenant que le Rav Kook, avec tout ce développement extraordinaire sur l'équilibre entre matérialité et spiritualité, nous l'a expliqué, on a compris de quoi il voulait parler. C'est-à-dire on doit se guérir, on doit enlever des orotes et ensuite il faut ramener des orotes qui correspondent au kelim, à l'intérieur des kelim, et pas toujours être en dehors de la plaque du cli. Et la chutzpah qui est dans le monde, qui n'est pas chez les goyim, est en rapport avec cela? Alors si tu veux, dans Rotat Teshuvah, on va mieux le voir. On a vu dans la Mishnah, tu te souviens qu'il y avait, en fait, vous aviez même fait remarquer qu'il y a un aspect même historique sur le Golan et sur le Gali. Il y a un aspect d'événement, il y a un aspect universel au niveau des sociologiques, un aspect spirituel. Tu peux dire que la chutzpah elle a commencé, d'après les Mekoubalim, par exemple, Harry, le temps de Géoula, il a commencé au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est-à-dire au XVIe siècle ou la fin du XVe siècle. Tu remarques que c'est aussi l'époque de la Renaissance où il y a une chutzpah aussi de rejet des religions, etc., en tout cas dans le monde occidental et tout. C'est-à-dire qu'il y a plein de phénomènes qui correspondent à la chutzpah spirituelle qu'on a vu dans la Mishnah et tout. Il y a plein de choses, même le fait, ce que disait Manitou, sauf Shibud Malchouyot, que toutes les Malchouyot, et la démocratie, elle demande que chacun s'exprime, d'accord? Chacun a le droit à la parole, tout le monde est égal. Altal Otagid Lima. Là, ça, vous connaissez cette phrase? C'est quoi? C'est qu'il y a une... Alors ça, c'est d'autres phénomènes. Regardez, on va étudier maintenant le Rotat Teshuvah. Et je le prends exprès parce que c'est une autre... C'est quelque chose de totalement différent. De nouveau, comme on a vu dans la Mishnah,
qu'un phénomène de fond, il a des émanations différentes, à plein de niveaux. Alors de même, là, on va voir comment est-ce que Rav Kook nous amène d'autres choses. La chutzpah de l'ikveta de Meshicha. Vous voyez à droite, en haut à droite, il y a marqué Yud. En bas, c'est le commentaire. Quoi? Là, il a mis avec le la chutzpah. Ah oui, ça c'est de la chutzpah, c'est pas normal. D'accord. La chutzpah de l'ikveta de Meshicha, il l'a mis comme il faut. Vous l'avez? La chutzpah de l'ikveta de Meshicha, donc la chutzpah du temps de l'ikveta de Meshicha, Ba'a, elle vient, Mipnei Shaola Murshakfar, et là c'est quelque chose de beaucoup plus universel, bien que c'est spirituel, parce que le monde il est déjà prêt, Ad Kedelitvoa et Havana, Erkola Pratim et Mekusharim Imakla. Et jusqu'au point où le monde est arrivé à une maturation qui arrive au point où il y a une exigence de comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, des fois, tu es capable de comprendre. Et des fois, tu es tellement prêt à comprendre que tu demandes qu'on te l'explique. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu viens pas à dire zut, je peux comprendre une intégrale, mais ça ne m'intéresse pas. Non. C'est-à-dire, tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi on ne m'explique pas ce qui se passe ici, d'accord? C'est-à-dire que parce que dans ton intérieur, tu ne peux pas l'exprimer, mais en fait, d'une certaine manière, tu sais déjà, ou tu comprends à l'intérieur, tu as un niveau de maturation qui fait que tu peux comprendre, et tu attends juste le Rav qui va te donner la réponse à ta question. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on appelle la tviya, tvilitvua et havana. C'est une exigence dans le monde de comprendre. De quoi? Erkol apratim e mekusharim imaklal, ve'en prat bilti mekushar imagodel aklali yachol aniach et adat. Alors il dit comment tous les points particuliers sont liés avec le principe d'ensemble, collectif. Ve'en prat, il n'y a pas un élément particulier qui n'est pas lié avec la grandeur générale. Et si tu donnes un prat bilti mekushar imagodel aklali, si tu expliques quelque chose au niveau particulier sans le relier avec la grandeur globale, c'est-à-dire tu n'es pas satisfait. C'est-à-dire alors, vous avez compris la phrase de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a un temps, il arrive où on a besoin de tout lier avec des idées globales. C'est-à-dire on est dans la globalisation de manière globale. C'est-à-dire c'est pas seulement au niveau... La chutzpah là, c'est de dire je veux absolument l'explication. Voilà, exactement. C'est de dire à ton Rav, ouais, ton explication à n'importe qui, un philosophe, à toutes les sciences. Je veux une explication. Voilà, je veux une explication. Et ce que tu me dis, si tu restes dans l'explication de hier, tant que tu ne m'auras pas donné une explication plus grande, ça ne me satisfait pas. C'est-à-dire, alors, quel est le chidouche extraordinaire? C'est qu'il dit que... Bon, alors tu peux dire, je veux que ce soit mieux expliqué pédagogique. Je veux que ce soit plus profond au niveau conceptuel, plus philosophique. Non. Il dit, je veux que ce soit lié, que ce soit des explications qui soient liées avec des concepts globaux. Ce qu'on appelle en français des ismim. Ou en hébreu. Ism, capitalisme, socialisme, féodalisme, etc. D'accord? C'est-à-dire que, en fin de compte, arrive un moment où les gens, ils demandent, ils ne sont pas satisfaits d'explications petites. L'explication petite, c'est l'explication partielle. Ouais. Pourquoi tu dois manger? Parce qu'on a faim, ou parce que non, parce qu'il y a les enzymes glutons, etc. Bref, le kitso. Où il y a quelque chose où il faut comprendre, etc. C'est-à-dire, il y a une exigence qui explique la globalisation, la mondialisation, etc. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui correspond à quelque chose dans le nefesh qu'on veut ça. C'est-à-dire, on veut des idées. Au niveau du monde. Au niveau de tout, les encyclopédistes, d'accord, au XVIIIe siècle, etc. C'est-à-dire, on ne peut plus vivre dans son petit village, d'accord, en Franche-Comté, et puis se satisfaire de toutes les explications qui expliquent pourquoi un paysan là-bas peut vivre toute sa vie dans 50 km², va collier Besséder, parce qu'il a une vue des choses comme ça. C'est-à-dire, non, c'est impossible. C'est impossible. Tu vois la télé dans ton machin, tu vois tout en ligne. Mais c'est pas impossible parce qu'on l'a découvert par hasard. C'est impossible parce que l'humanité, et pour le Rav Kook, c'est bien au-delà de la télé ou des communications, il est à la recherche d'une klaliout. Alors pourquoi? C'est quoi? C'est une conceptualisation. Ça, c'est au niveau des idées, Nahon. Mais pas forcément, parce que tu peux avoir une conceptualisation qui reste dans la partanout, dans une manière qui est étriquée, qui est au niveau du prat. C'est pas stable. C'est-à-dire, souvent, tu as besoin d'une conceptualisation
pour expliquer les choses de manière beaucoup plus globale. Parce que toi, tu vois ton verre d'eau, mais tu ne sais pas que c'est du H2O. Quand tu as dit que c'est H2O, alors tu es monté beaucoup plus haut. D'accord? tu as coupé la partie pratiout avec la hache. C'est-à-dire, là, c'est vrai que de manière générale, la conceptualisation au niveau scientifique, elle donne une cladiout. Et des regards, c'est aussi une des raisons pour laquelle les Juifs sont sortis des yeshivot ou du monde de la Torah. Parce qu'ils disaient dehors, on te parle avec des gants, et c'est ce que dit le Rav Kook. Faites attention. Parce que dehors, oui, on ne te parle pas de petites cuisines, d'accord? On te parle de grandes choses, faire partout. Quoi? Voilà. Ou même en médecine, ou même partout. C'est-à-dire, on te parle avec une vision globale des choses, et on te dit, Zitz und lerne, et reste assis et étudie, c'est-à-dire, mais on te donne pas la Reya Klalit. Est-ce qu'il y a une Reya Klalit dans la Torah? Vadaï, pas shoot. D'accord? Mais si tu la donnes pas, alors les gens, s'il y a des izmim bachutz qui sont klali et qu'ici il n'y a pas, comme il y a une tvia, il y a une exigence, alors on ira chercher autre part. C'est ce qu'avait compris le promoteur de la yeshiva de Brisk. De Brisk. Entre autres, ils étaient en recherche, c'est vrai. D'accord? Mais ça se trouve, tous les grands mouvements, même la chassidut et tout. Mais... Ils se moquaient à l'époque de Betsa chez Nadav et Yom Tov. Ça, c'est les masculines, d'accord? Oui. Et c'est vrai que dans les yeshivot des Lituaniens, ils ont cherché ça. Ils ont dit il faut qu'on fasse une étude qui soit conceptuelle. C'est-à-dire, bon, Manitou, bien entendu, Manitou, il a donné une réponse extraordinaire à d'autres niveaux. Mais c'est vrai que chez les Lituaniens, c'était une recherche. Ils disaient on voit que nos jeunes, à 20 ans, ils vont à l'université étudier autre chose et ils laissent tomber tout. Alors, venons au moins dans la Torah. Aujourd'hui, ça a créé un autre problème, c'est le problème du pile-poule. C'est quoi? C'est que c'est vrai que tu donnes des concepts. Mais moi qui ai étudié, peut-être pas Brisk, mais en tout cas aussi dans le monde des yeshivot lituaniennes, qui a entendu, souvent, tu dis oui, mais le pourquoi du pourquoi, ça je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Premièrement, ils ne sont pas liés avec la réalité israélite, sauf si c'est une yeshiva briskaïte comme Gush Etzion de Rav Lichtenstein. Mais s'ils sont dans des yeshivot qui sont passionnistes, alors la manière très belle de faire des concepts, etc., surtout sur Nezikim, la justice, etc., c'est beau, mais ils n'ont pas où l'asseoir dans une réalité, ils n'ont pas la pensée de le faire asseoir dans une réalité d'une société. Et ensuite, le deuxième problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément liés au niveau encore plus au-dessus, c'est-à-dire la Marshava, le Rav Kook, etc., et encore au-dessus la Pnimiut Torah. Donc il manque tout ça, et ça fait que malgré tout, ils n'ont pas donné une solution suffisante au niveau du monde des yeshivot. Ceci dit, les juifs sfaradim, ils ont beaucoup, sont allés du côté lituanien. C'est la raison pour laquelle dans le monde des yeshivot, la chita lituanienne, elle est à la mode. Quoi? Isge. Donc, mais vous avez compris l'idée extraordinaire. Alors, cette idée-là, en quoi c'est relié avec les temps messianiques? Le passage du Prat au Klal. En quoi c'est relié? La paix universelle. Ça c'est les idées dont on parle. C'est-à-dire, Nachon. Parce que tu dis c'est les idées. Que tout le monde entier sera le shalom. Il y a fait mort. Et aura l'abondance et la maba, quoi. Nachon. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène universel, Nachon. Mais moi je pense à une autre chose, mais c'est Gam Nachon. Dans le texte qu'on a vu avant, de quoi il parlait? Il parlait du fait que pendant 2000 ans d'exil au niveau du peuple juif, qu'est-ce qui nous est arrivé? On n'a pas pris notre avenir en main. On s'est occupé des choses trop spirituelles. Oui, mais aussi on était trop au niveau individuel. On ne s'occupait pas de la société. C'est-à-dire on n'avait pas de klaliout au niveau de notre société, on était dans la pratiout. La preuve, c'est que la Torah de Galout, ce qui différencie aujourd'hui, on le voit, une Torah galoutique, une Torah israélite, c'est que c'est une Torah plus pratique ou plus klalite. Pourquoi tu donnes la tzedaka? Pour une Torah pratique, c'est pour faire ta mitzvah, pour avoir ton Gan Eden à toi. Pour une Ria Klalit, parce que tu dois construire une société juste en Eretz Israël. Aucun rapport entre les deux. C'est-à-dire, bien entendu, pour avoir ton Sachar et que la société hébraïque en Israël, elle est son Sachar d'être une société juste. Mais c'est deux choses, c'est deux manières de voir les choses qui sont complètement différentes. Donc, nous dit le Rav Kook, quoi? Et qui a pour conséquence aussi l'universalisme. Il faut qu'on soit une société, un klal, pour pouvoir être rattaché à l'universalisme. Tout à fait d'accord. Donc, en fait, ce que
rattaché à l'universel humain, il faut qu'on soit un klal. Contrairement à ce que Manitou disait, que les autres qui croient qu'il faut qu'il y ait un juif tzaddik dans chaque pays pour faire non, il faut qu'il y ait une société juive qui soit klalite, qui soit reliée avec la klaliout. Mais c'est ça le grand challenge d'Israël. C'est de construire, c'est ce que chacun a construit au niveau individuel, et les yeshivot, etc. C'est de construire ça au niveau d'une société, et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile, mais c'est ça le challenge. C'est sûr. Voilà. Ça, alors, c'est le Rav Kook qui nous dit, donc en fait, beaucoup au-delà de ce qu'on a étudié dans au Rock Israël, c'est-à-dire qui était au niveau du phénomène du peuple juif dans son histoire personnelle, de passer de prat à klal, il dit, ce qui arrive aujourd'hui, c'est une exigence universelle de passer du prat au klal, de passer, que tout soit expliqué au niveau klal. Vous voyez que ça explique énormément de choses. C'est-à-dire on pourrait jusqu'à demain continuer à réfléchir à énormément de choses. Ouais. Mais regarde par exemple dans les civilisations occidentales, tu as au contraire un individualisme forcené. Coucher. D'accord. Je veux dire, là il n'y a pas cette volonté du klal. Ils sont même opposés à ce que nous, on ait cette au niveau nationaliste, etc. Nation, État, et qu'est-ce que ça veut dire ça, quoi, et frontières. On n'empêche qu'ils n'ont plus de frontières, ils ont l'euro, tous les Français ils s'en vont à tous les coins du monde, tous ces Français qui s'expatrient. On se marie avec, je sais pas, droite à gauche, les farces, les jaunes, les machins. Oui, t'as raison, peut-être que justement cet individualisme, c'est une réaction à cette... Oui, moi je crois que c'est ça, c'est le pluralisme. C'est la place de chacun pour que les choses soient... Il n'y a pas d'imposition d'une certaine manière pour que tout le monde ait sa place et que du coup, et que tout soit expliqué. La société plurielle. Voilà. La société plurielle. Mais c'est comme une peinture, comment on appelle ça, impressionniste, c'est-à-dire que chaque petit point de couleur, c'est pour avoir une vision. Peut-être que c'est ça qui pressent. Mais c'est vrai que tu as raison, sans doute que c'est ça. Mais c'est sûr que d'un autre côté, ça n'enlève pas le fait qu'il y a une exigence au niveau intellectuel et au niveau aussi de toutes les idées dans le monde des idées, de quelque chose qui est klali, qui est global, etc., une conceptualité comme ça des choses. Et voilà. Donc, l'individualisme, c'est plus peut-être la liberté. Voilà. C'est la liberté d'expression. Chacun se réalise, quoi. Alors qu'avant, on marchait. Il fallait imposer, etc. Donc il y avait. Maintenant, donc nous dit le Rav Kook pour revenir, c'est la chutzpah des Kvetat de Meshira. Donc la chutzpah, c'est quand tu es énervé et que tu veux quelque chose. Tu peux être énervé parce que tes parents ne te donnent pas d'argent de poche ou parce qu'au boulot on n'est pas gentil avec toi, c'est-à-dire. Mais il dit la chutzpah de Kvetat de Meshira. C'est pour ça qu'il y avait d'autres chutzpahs dans l'histoire, d'accord. La chutzpah de Kvetat de Meshira, c'est quelque chose, c'est un malaise intérieur extrêmement fort au niveau universel maintenant de demander quelque chose de plus grand, et ce qu'on appelle quelque chose de plus grand, c'est la klali. Je vous ai montré la correspondance entre l'idée générale de toutes les sociétés, l'idée particulière au niveau du peuple juif qui est la klali ou de klal Israël, et je vais vous donner une troisième idée qui est très importante, qui est peut-être celle qui est la plus fondamentale, bien que le Rav Kook ne le dit pas ici, je crois qu'on verra s'il le dit ou non, c'est l'idée de la Kabbalah. Dans la Kabbalah, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que le monde était créé comme un monde de Alma de Peruta, un monde où tout est éclaté, en particularisme, et que le tikkun du monde, c'est de créer une itkalelut, l'unité, une corrélation entre toutes les choses. C'est-à-dire, alors, quand tout ça, la gestation de tout ça, c'est 6000 ans d'histoire, c'est-à-dire 5000, etc. Et pendant toute l'histoire, ce qu'on appelle faire des tikkunim, ou dans le langage de la Kabbalah, c'est les partsufim. Partsufim, c'est les visages, en fait. C'est quelque chose où tout est organisé de manière harmonieuse. Et c'est ça qui se fait depuis 2000 ans. Depuis 6000 ans, 5700, etc. Maintenant, c'est quoi la chutzpah? C'est que le temps est arrivé, le Rav Kook le dit, de maturation, où, en fin de compte, le monde entier dit, ça y est, le temps est arrivé. Et c'est ça qu'il demande. C'est-à-dire, même un petit japonais, c'est-à-dire qui demande quelque chose au niveau de sa recherche, on pourrait dire, dans n'importe quel domaine, quand il sent ça à l'intérieur, c'est qu'il sent que c'est Ikvetat de Meshicha, que c'est le temps messianique, et que la maturation est arrivée. Donc, Tovim, on demande un sens klali à tout. Vous comprenez? C'est l'intégration, en fin de compte, on est en recherche d'intégration. Alors, c'est vrai que ta question, Rina, c'est une bonne question. C'est-à-dire sur le côté de l'individu.
Mais je dirais que, de nouveau, c'est la même chose. Avant, c'est un peu à dire, avant, on imposait à chacun une certaine manière. Aujourd'hui, on a cassé ça pour dire chacun exprimez-vous comme vous êtes, en espérant, mais on n'y arrive pas, parce qu'aujourd'hui, on est dans le stade d'avant, que c'est ça qui va permettre de donner un rationnel collectif. C'est-à-dire et de la place de chacun, c'est-à-dire tel qu'il est, du droit à être, et qui va de liberté, d'identité, qui va lui permettre de trouver sa place dans l'harmonie. On est au niveau mondial aujourd'hui. Aujourd'hui, l'OMS, elle s'occupe des questions de nourriture au niveau mondial. Et c'est ça qui fait la grandeur aussi des choses. On n'est même plus au niveau d'un pays ou d'un continent. On est au niveau, et les gens qui s'en occupent, c'est des gens de grand niveau de réflexion, si c'est des gens bien. C'est-à-dire qu'ils vraiment ils réfléchissent aux questions de nourriture au niveau du monde entier. Et c'est des keilou, tzadikim de grandes questions du monde. Voilà. Donc tout ça, ça va ensemble avec, au niveau de Kabbalah, avec la notion du tikkun, puisque nous, on sait que la notion du tikkun, c'est la hitkalelut. La hitkalelut, au niveau du klal, c'est de créer l'interrelation. Alors, la crise aujourd'hui, c'est que le pluralisme, et c'est peut-être ça que tu as dit, c'est qu'on a cassé tous les systèmes nationalistes, religieux qui imposaient, comme le système militaire, qui imposait une manière d'être dans chaque pays, dans chaque culture, dans chaque société, pour permettre cette floraison, pluralisme, c'est-à-dire en sachant à l'intérieur sans le savoir que c'est ça qui va arriver au Yichud, on avait déjà parlé, c'est-à-dire l'unité de toutes les valeurs. Mais aujourd'hui, comme ils n'ont pas le Yichud, parce que c'est notre rôle à nous de donner le Yichud de toutes les valeurs, des 70 nations, des 70 valeurs, des différentes manières, de l'arc-en-ciel, etc., c'est-à-dire de toutes les manières des différents orotes et tout, comme nous, sans doute, on n'arrive pas, comme disait Rav dans le texte d'avant, de trouver les mots du langage pour expliquer les phénomènes au niveau de la Kedusha, à ce moment-là, ils disent, alors il n'y en a pas, bien qu'à l'intérieur de eux, ils le sentent qu'il y en a un, mais comme ils ne les trouvent pas, donc on va dire que chaque individu, il est interdit d'interdire, etc. On est dans un stade de progrès. C'est-à-dire, on est en train de définir le droit de chacun, mais on n'est pas encore en train de définir le principe, en tout cas au niveau de la liberté, de l'égalité, de tout ça, etc. C'est-à-dire, on continue. Ve'imaya olam, si le monde, osek be'ora shel Torah b'midazo, si le monde s'occupait, quand il parle du monde juif, parce qu'ils ne s'attendent quand même pas à ce que les goïms ils vont s'occuper de la Torah sur ce problème-là. Mais si le monde s'occupait de la lumière de la Torah b'midazo, dans cette, je suis à la 4e ligne, toujours dans Rotat Tshuva, en bas à droite, 4e ligne, c'est-à-dire b'midazo, dans cette manière, c'est-à-dire si dans les yeshivot et dans les rabbanim et dans les endroits où on étudie la Torah, on s'occupait de la Torah de cette manière-là, c'est-à-dire tout le temps en train de rechercher la klaliyut de la Torah, la valeur klali dans chaque question de Torah. Pas la klaliyut qui ne s'occupe pas des pratim, mais la valeur klali de chaque question, comme on fait dans toutes les questions universelles. C'est-à-dire quand on s'occupe d'économie, de macroéconomie, etc., on s'occupe d'une étude de l'économie au niveau global. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on l'étudie. Shetit gadel aneshama ruchanit adkede akarat. Alors regardez, c'est là qu'on voit le lien avec ce que j'ai dit au niveau de la Kabbalah. Shetit gadel aneshama, que la neshama va grandir, à ruchanit, spirituelle, adkede, jusqu'au point, akarat, où elle va prendre conscience, à kishur araoui shel pratim imaklalim aruchanim. Araoui, shel pratim, des détails, ou des particules, imaklalim aruchanim, avec les klalim spirituels, mais le kishur il doit être raoui, c'est-à-dire c'est pas le balagan. C'est pas make love not war, tout le monde doit aimer tout le monde et tout doit se mélanger. Ça s'appelle pas de l'unification, ça s'appelle du mélange, c'est-à-dire Erev. Mais si jamais tu donnes la connexion, l'interconnexion exacte de chaque particule ou élément particulier avec le klal ruchani, haïta atshuva v'tikkun olam abaïta. À ce moment-là, si ça arrivait au niveau de ceux qui enseignent la Torah, la tshuva et le tikkun olam, vous avez vu, c'est le mot que j'avais utilisé, le tikkun du monde, Abaïta qui vient avec elle, Valiada et par son intermédiaire, Mofia, Veyotzet et la poêle, elle arrivera. C'est-à-dire que tout le monde ferait tchouva. Vous avez compris? Dans le monde, tikkun olam, c'est-à-dire le monde entier serait metukan et la tchouva viendrait. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le monde entier exige que non seulement ce soit vrai au niveau des ismim, mais aussi des Torah ismim, au niveau de la Torah, et tant que la Torah ne donnera pas la réponse adéquate à cette exigence, il n'y aura pas la vraie tchouva qui doit arriver à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'il y a de la chutzpah. Vous avez compris?
C'est quoi la chutzpah? C'est que tu demandes à ceux qui peuvent donner de donner ce que tu penses qu'ils doivent te donner. Et s'ils ne peuvent pas le donner, alors à ta chutzpah, itam. Et c'est ce qu'on a vu au niveau du chelek emtsai de la Mishnah, c'est-à-dire l'isnout, etc. Et vous vous souvenez de tout ça, c'est-à-dire il n'y a plus de respect de ceux qui enseignent parce que ceux qui enseignent n'arrivent pas à enseigner ce que les gens y demandent. Aval kevan, sheitrashlut garma. Mais puisque la itrashlut c'est la fainéantise, ou l'itrachel c'est la, c'est-à-dire a fait Sheor Torah Pnimi, la lumière de la Torah intérieure. Comment on appelle ça? Kabbalah. Oui, la négligence. La négligence. Que la lumière de la Torah Pnimit, la Kabbalah, Ataoun Romemut ou Gdusha Atzmi, qui bien entendu demande Romemut, une grande élévation de la personne, et une grande Gdusha personnelle de celui qui l'apprend et qui l'enseigne. L'Ofia Baolam Karo, il n'a pas apparu comme il faut dans le monde juif, c'est-à-dire qu'on ne s'occupait pas assez. Donc c'est la solution de Brisk, ce n'était pas la bonne. Il faut s'occuper de la partie de la Torah qui donne la connexion entre les détails. C'est-à-dire, la Torah d'une église, c'est une Torah pratique qui s'occupe des détails, comme le Shulchan Aruch, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Des pratiques. Mais comment tu expliques, comme aujourd'hui dans toutes les sciences, comment tu expliques l'intégration de chaque valeur avec la valeur globale? C'est une autre science. Et cette science au niveau de la Torah, c'est la Torah Pnimit. Et comme il y avait une négligence de cette étude-là, l'exigence qui vient en son temps, c'est-à-dire on te le demande même si tu n'es pas prêt. C'est-à-dire quand un jeune est adolescent, il demandera à la vie ce que l'adolescence demande, même si l'entourage n'est pas prêt à lui donner. C'est-à-dire, etc. Vous comprenez? Alors c'est la même chose. L'exigence d'un sidour de la vie, l'arrangement de la vie comme celui-là, que toutes les particularités seront comprises ou expliquées dans le sens de la généralité bisman kazé, dans un temps comme ça, que ceux qui devraient donner cette lumière et tracer cette voie pour pouvoir le comprendre, alors les gens ils ne sont pas encore là, il n'y a pas de maturation. Ou misébar, isanora, et c'est à cause de ça qu'il y a tellement de destruction. La destruction, c'est la destruction des valeurs de Torah. C'est-à-dire le fait que les gens ils sortent en dehors pour chercher la klaliout autre part. On est obligé, d'utiliser le remède suprême. De rajouter de la force ou de la puissance dans la capacité spirituelle, jusqu'à ce qu'on la voie qui nous permettra de comprendre et d'évaluer et kishur, le lien chez le kol inyané adeot v'amaasim atorim, de tous les inyanim des connaissances et des actions torim de la Torah, imakla la yoter elion, avec les principes plus supérieurs, yedavaramuvan, soit quelque chose de compris, va'amutsa, et de proposer beder yeshara d'une manière logique, rationnelle, alpi aregashot anefashot ashrichot, pour les gens normaux. C'est-à-dire, c'est pas que ça reste dans un cadre de yeshivot, de mekubalim ou de grands chachamim, mais qu'on arrive à descendre l'expression des choses pour l'exprimer, ce que faisait Manitou tout le temps, pour les gens normaux. Des gens, pour les nuls ou pour des gens normaux, qui ont une pensée normale. C'est-à-dire pas une pensée, qui n'ont pas étudié là-bas. Ve'az, yashuv koach hachaim, haruchanim, b'maaseh uvedal, ofia ba'olam. Et à ce moment-là reviendra la puissance de la vie spirituelle, b'maaseh, dans les actions, BDA et dans la sagesse. L'ofia ba'olam, elle reviendra, elle réapparaîtra dans le monde. Ou tshuva klalit, achel atetet piria. À ce moment-là qu'une tshuva klalit commencera à donner ses fruits. Ça, vous avez suivi maintenant l'idée? Quoi? C'est de la faute au rabbanim, quoi. Ouais, bon, les pauvres, ils sont responsables de tous les mots. C'est eux qui en dévortent des mots. C'est que là, on est dans la phase de la crise, quoi. On est dans la crise, si on veut. C'est la période où là va sortir le bon, mais on est on est déjà un petit peu au-delà. On est au-delà de la crise, parce qu'il y a... Il a dit que ça ne va pas durer longtemps. 70 ans, c'est rien de long. D'abord, c'est un principe. C'est pas longtemps. Par rapport à 6 000 ans. Oui, c'est pas longtemps. D'abord, dans toute la Torah de nos yeshivot, c'est déjà une Torah clé. Il n'y a pas que Manitou aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on fait du Manitou, mais tu vas dans toutes les grandes yeshivot, il y a beaucoup de Torah clalite.
chez nous. Et les autres, ils sont obligés, ils ne se rendent pas compte, mais ils finissent aussi par un truc. Sinon, il y a un problème, ça a l'air. Bon, par exemple, cette semaine, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une... Bon, l'homme Shani, quelqu'un qui est très célèbre israélien, qui a fait tchouva il y a 15 ans, etc. Et maintenant, avec cet enfant, il s'est divorcé, il a tout laissé tomber, il a fait des grandes déclarations. Je ne vous dis pas qui c'est pas grave. Mais il a fait tchouva chez les Haredim. Et il dit que tout ça, il est en crise. Pourquoi? Parce que je vous explique. Vous savez qui c'est, non? Il y a une histoire avec quelqu'un, non, c'est Dayan. Il s'appelle Dayan, je ne me souviens plus de leur prénom. Mais bon, on ne connaît pas, c'est israélien. Mais en fin de compte, pourquoi? Parce que en tant qu'Israéli, il a cette klaliout. Israéli, pas dati, mais il a soif de Torah, et on lui a donné une Torah de pratiout. Alors au début, il a vu la pourriture de la chiloniout, disons comme ça qu'il connaissait, donc il était très content de retourner dans le ghetto, etc. Et puis à un moment, il s'est rendu compte qu'il en avait marre. Il est retourné en essayant de faire la synthèse, il n'avait pas de kelim de synthèse. Ils sont retournés à la télévision entre lui et sa femme, etc. Et Noah Dayan, sa femme, lui je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup, alors, ça fait des chuirots. De dire que chez nous on n'a pas de problème ou qu'on ne trouve pas, on a des solutions absolues. Bien sûr que non, parce qu'on vit tous le même problème. C'est-à-dire, alors souvent on reproche aux datim leumim de s'occuper plus des kelim leumim que de s'occuper de datiout. Vous êtes mitnachali, machin, dans le monde moderne, et vous êtes kipel comme ça, vous êtes du passé. Alors comment on fait? C'est très difficile, parce que c'est quelque chose de klali, de leumi. Mais là, ce qu'on a vu, c'est extraordinaire au niveau de la vision globale des choses. C'est-à-dire, le Rav Kook, il dit, tu veux faire tchouva aux gens, puisqu'il parle de la tchouva. Il dit, si tu ne vas pas aussi haut que ça, tu vas faire plein de bas de tchouva, ou rizoar, etc., c'est-à-dire, mais tu ne vas pas faire le processus de tchouva léoumite et klalite que le monde attend. Et c'est parce qu'il attend qu'il n'écoute pas. C'est-à-dire parce qu'il nous demande, ou il demande en général ces choses-là. C'est-à-dire, voilà, les rattachés misqués. On le dit en permanence, Question. Cette confrontation. On le vit dans tout le temps. En permanence. Ouais, d'accord. Abraham, avant, encore une minute. Il y a le cours de Eitan? Oui, j'ai encore 2 minutes. Moi, j'ai jusqu'à 8 heures. Ok, avant ta question. Et je peux la poser à ta place. Mais je sais quelle est ta question. Mais ça, c'est juif. Quoi? C'est juif. Pourquoi tu ne pourrais pas poser la question autrement alors que tu sais que... D'accord. Et je vous ai dit, je vais le citer tout de suite, c'est Rav Israël, mon maître, mon Rabbi. Rav Israël Avichai, le Rosh Yeshiva de Bethel. Et il le dit, c'est-à-dire, tu dis que c'est en permanence. Il dit par exemple que même dans nos milieux, tous les mechanchim et les morim, etc., si on ne leur donne pas des kelim de pnimiut à Torah, il dit, c'est pas que dans la classe, il va enseigner, ou dans l'école, il va enseigner des cours de Sphirot, etc. Non, il va enseigner Shorsh Nagarat Tapara ou Bereshit Bara Elokim. Mais il dit, si les parents et les enseignants et toute la génération d'avant, on leur transmettait ces choses-là, selon le principe, alors on résoudrait beaucoup de problèmes. Il dit encore quelque chose de plus. Alors là, je vous dis, ça c'est un scoop, c'est une autre manière d'expliquer la Chutzpah Isgeh. Il dit comme ça, il dit, le Rav Kook il le dit aussi dans la Kabbalah, que quand les neshamot qui arrivent au moment de la Géoula, c'est des neshamot Hadashot. Vous savez ce que c'est les neshamot Hadashot? C'est pas les neshamot. Il dit, Manitou il en parlait souvent, il dit on est tous des âmes fatiguées, usées, vous savez, une femme très usée. Et des amis navables très usés, vous connaissez? Et donc, parce que pourquoi? Il ne le disait pas toujours, des fois il le disait, parce qu'on est des neshamot qui vont passer plein de gilgulim. Or il s'avère que les neshamot de la Géoula, la Kadosh Baruch Hu fait descendre des nouvelles neshamot. Ça veut dire quoi? Qui ont 0 km. Ils n'ont pas besoin de faire de overall. Ils sont ces nouvelles neshamot. Pas tous, mais il y a un phénomène comme ça qui est neshamot. Alors il dit, quand tu as une neshama chadasha, il dit comme ça. Il dit, le père, il dit à son fils, pourquoi tu ne fais pas comme ça? Il dit, au niveau du père, c'est lui le père, c'est le fils. Il dit, au niveau de la neshama du fils, elle est tellement grande qu'il n'arrive pas à comprendre que son père, c'est son père, et que c'est le fils. Il dit, mais en fait, lui, il se conduit comme un gosse, et c'est moi qui suis au niveau du père. Il dit que c'est comme ça que Ben Kam Be'aviv et Kala Bechamota. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une crise complètement inconsciente d'identité, et souvent les gosses israéliens te le disent. Ils te disent, mais Miyata, Lama Tomer Kacha, Niyodea, etc. Alors tu crois qu'il est Stam Chutzpan.
et qui dit les choses comme ça, et Rav Israël il dit que non. Il dit que dans son fort intérêt, ce qu'on appelle le malaise qui fait la chutzpah. C'est une exigence. En même temps, ça revient un peu à ce qu'il dit. Tu exiges des choses et tu crois que ton père il va pouvoir te le donner parce que ton père il te dit qu'il peut te le donner. Et bon, il peut t'expliquer un exercice de maths, il peut jouer au foot avec toi. Mais il dit au niveau rouhani, il y a une inversion des trucs qui fait que les enfants ne respectent plus les parents, que les élèves ne respectent plus les maîtres, etc. Vous comprenez, c'est compliqué, c'est difficile. Parce qu'ils ont des kilines plus grands, apparemment. Nahon, ils ont même des routes plus grandes, mais bon, pas sous-développées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore. Vous voyez, donc il y a beaucoup de programmes. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que, c'est ce que dit le Rav Kook, tu veux pouvoir réussir. Il faut automatiquement que tu puisses apprendre à le comprendre. Alors, comment tu peux le comprendre si tu restes avec ce que tu as appris? Mais enfin, c'est désespérant, parce que là, tu dis qu'ils sont des nouvelles, on ne peut pas communiquer avec eux, enfin, parce qu'on n'a pas notre niveau d'âme est inférieur à leur niveau. Alors, c'est super désespérant, je veux dire, avec les gosses. Non, je vais dire d'abord, il y a une première chose. Quand j'ai appris ça, faites ce que je dis et pas faites ce que je fais, alors je dis tout de suite parce qu'au niveau de l'éducation, ça c'est une autre paire de manches de réussir. Mais au niveau de la connaissance, quand je l'ai appris, tout d'abord le premier clal, c'est beaucoup de Hanava. C'est-à-dire, si vous voulez, regardez un père marocain ou polonais d'il y a 3 générations. Comment il parlait avec son fils? Il lui disait, pourquoi tu fais? Parce que c'est comme ça, moi je sais, toi tu sais rien. Nachon, c'est moi qui ai la connaissance d'un truc. Aujourd'hui, il ne faut pas, genre, appelle-moi par mon prénom, vous savez, les nouvelles méthodes pédagogiques, on est copains. Sûrement pas, Chas v'Shalom. Il faut pas lui casser tout. Tu es le père, il est le fils. Il faut beaucoup de Hanava. Il faut écouter. Il faut dire que peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est pas sûr que nous, on est sûr qu'on a raison, etc. C'est pas parce que nous, on amène nos trucs que c'est comme ça, etc. Oui, mais si on se présente comme ça vis-à-vis de l'enfant, il n'a plus de Rogen. C'est un problème. L'enfant, il a besoin d'un Rogen et de se sentir... C'est ce que je te dis, il faut lui dire, je suis quand même le père, mais je te comprends. Si le père lui dit peut-être que t'as raison, peut-être moi j'ai tort. L'enfant n'a plus de Rogen. C'est un problème. Il faut rester le père, mais écouter les enfants. Et pas seulement écouter en disant, bon, le Miskan il est petit, il faut que je l'écoute parce qu'il est petit. Et par exemple, ça, le Piatzitse, il en parle dans Chobat Talmidim, dans le texte que j'ai. C'est-à-dire de voir l'enfant, lui il dit autrement. Il dit de voir l'enfant comme un grand, pas comme un petit. C'est-à-dire de voir dans le petit le grand qui va sortir dedans. C'est toujours vrai, ça. Oui, c'était toujours vrai. C'est pour ça que le Piatzitse, il parlait de manière, pas dans un temps précis, de manière générale. Tu réapprenais le monde avec tes enfants. Oui, mais là, Yesh Mashou, voilà. Alors, Toda Rabba, et vous voyez que ça ouvre beaucoup d'investigations.